bienvenue, épisode 7 déjà, ben oui. Et on sort du Grand Prix d'Espagne, j'en shake encore, mais avant d'en parler un peu, on va demander à David. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, hein? Ça va très bien, c'est pour ça que je te le demande, parce que c'est pas juste de la politesse, c'est parce que je veux partager moi aussi que ça va bien, dans le fond. Fait que c'est ça, c'est pas de l'altruisme, hein, je veux juste brag que moi, ça va bien. Ça va bien. Exactement. Grand Prix d'Espagne, pouce levé ou pouce en bas? Pouce levé? Ah! J'ai été surpris. Eh bien. Moi qui pensais m'endormir, non. Ouais, mais moi, encore une fois, j'avais pas le choix de pas m'endormir dessus. Mais bon, on va en parler tout de suite à notre podium. Oui, c'est ça, le podium. Fernando Alonso, back on the podium in Formula One! Donc, je rappelle le concept parce que je ne l'ai pas fait dans les 4 derniers épisodes. Le principe, c'est que David choisit 3 événements ou personnes, souvent c'est des pilotes, là, qui ont marqué le Grand Prix. Dans ce cas-ci, le Grand Prix d'Espagne. Et on va commencer par notre première marche du podium, qui n'est pas seulement la première en haut ou la troisième. En tout cas, première étape du podium, Charles Leclerc et ça a choqué, hein? Oui, effectivement. Perte de moteur. Perte de son MGUH, donc l'élément, tout ce qui est moteur, et de son turbo, qui ont juste décidé de rendre l'âme. Lui qui menait quand même la course par 15-20 secondes, quand même, lui, il était parti pour la gloire. Et non, malheureusement, ça a lâché, problème de fiabilité, malheureusement pour Charles Leclerc, qui aurait pu prendre une belle avance quand même. Et non, malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé, et on connaît le résultat. C'est Max Verstappen maintenant qui mène le championnat du monde des pilotes. Malgré le fait qu'il y a eu 2 abandons. Vraiment triste pour Leclerc, surtout à une semaine de son Grand Prix national. J'ai dit, hein, ça s'en vient, hein? Dit, ouais, ça s'en vient. C'est pas qu'on lui souhaite du mauvais, mais c'est juste que... Je dis, il fallait bien que ça arrive. It's building up to this. C'est juste arrivé au mauvais moment, malheureusement pour lui. Il va-tu rebondir au Grand Prix de Monaco, j'espère pour lui, quoique la chance habituellement à son Grand Prix national n'est pas bien là. Mais c'est vraiment juste un problème de fiabilité chez Ferrari. Puis c'est arrivé au mauvais moment. C'est triste pour lui parce qu'il menait la course, c'était même pas. C'était juste indéniable. Non, c'est ça. Puis Verstappen a reçu, on pourrait dire, la victoire sur un plateau d'argent, mais je suppose que ça va faire partie de la discussion d'un autre marche du podium. Là. D'un autre marche du podium. Mais pour finir avec Leclerc, quand même dommage, mais en même temps, je veux dire. Comment je pourrais dire ça? Je suis pas capable de le dire, mais je sais pas moi, Ferrari, j'ai jamais l'impression qu'ils sont fiables à la base, non? Ben, ils restent quand même fiables. Depuis le début de la saison, il n'y avait pas d'abandon à ce que je me rappelle sur cause moteur. C'est juste une mauvaise journée au bureau au mauvais moment. Ça arrive durant une saison, là, ça peut arriver n'importe quand. Malheureusement, ça arrive là. Ça aurait pu arriver pendant leurs tests hivernaux, là, non, hein? Et voilà, ça aurait pu arriver. Privé secret, mais non. Mais non, fallait que ça arrive là. C'est surtout plat parce que, comme je disais, il menait, puis c'était une victoire facile. Là. Il n'y avait aucune compétition à l'arrière. Il y avait juste... Il était parti pour la gloire et poète. Bon, ben c'est ça. Hein? À 100, comment on pourrait dire, sans embûche, pas de gloire. C'est pas ça effectivement. Le proverbe, mais c'est pas grave. Mais ouais, on sait où est-ce que tu t'en vas. On sait où est-ce que je m'en vais. Justement, à la deuxième marche du podium, où est-ce qu'on a teasé un peu tantôt, occupé par Sergio Pérez. Oui, Pérez. Pérez qui était derrière George Russell pendant une bonne partie. Qui s'est fait, on lui a demandé suite à Verstappen qui a parti hors piste au virage 4, si je me trompe pas. Qui est revenu derrière, on lui a demandé de le laisser passer. Puis il reste en arrière, puis il reste en arrière pendant que Perez est arrêté au puits, les a rattrapés. Et Perez a demandé laissez-moi passer, puis moi je vais le dépasser. Ce que Red Bull lui a répondu dans la négative. En disant tu vas rester en arrière, puis tu vas dealer avec. Et ce qui a amené à Perez qui termine P2, quand même, ça reste un super bon résultat. À la fin de la course, il a dit je suis content pour l'équipe, mais il va falloir qu'on se parle.
Je sais pas où est-ce que dans son contrat, il a oublié qu'il était pilote numéro 2. Je sais pas où est-ce qu'il a pensé qu'il pouvait espérer gagner la course. En même temps, il s'est probablement dit Leclerc est parti, j'ai peut-être une chance. En même temps, être Red Bull, je les comprends parfaitement d'avoir laissé Verstappen gagner la course. Tu as la chance d'avoir un 25-0, tu passeras pas à côté. Oui, mais en même temps, quand tu gères une équipe, c'est important que des fois quelqu'un aille son anane, tu comprends? Si Perez ne l'a pas tout le temps, ne l'a pas, c'est comme puis tu le mets tout le temps, genre passe, là, c'est. Là, c'est la bonne occasion, justement, parce que Leclerc, il a planté, là. Puis pas là, Verstappen aurait fini par le repasser, là. Fait que. Perez aurait été chez Mercedes, il y aurait eu un anan. Il aurait été chez Ferrari, il y aurait eu un anan. Mais chez Red Bull, ça n'a jamais été la façon de gérer. Puis ça sera jamais la façon de gérer. Il y a un pilote numéro 1, il y a un pilote numéro 2. Si le 1 est capable de gagner, ils vont tout faire pour le mettre en avant. Puis c'est clairement dans son contrat, là. Je veux pas être plate, là, mais quand il est engagé, c'était t'es numéro 2, puis t'es au service de Verstappen. Verstappen dit tu te tasses sur le côté, puis t'attends 25 secondes que je te passe. Ben, il va attendre 25 secondes, puis il va attendre qu'il passe. Hey, c'est le fun, c'est plate, mais c'est ça, là. Je veux dire, c'est plate pour Perez, mais en même temps, deux écuries pour avoir un seul pilote de même. C'est la mentalité Red Bull. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire, t'es comme en train de me dire un peu, là, tu nourris un peu les anti-Verstappen, là. Un peu, mais en même temps, en signant chez Red Bull, il savait très bien qu'il signait un pacte avec le diable. Oh, donc Red Bull le diable. Ok, je vois. Oui. Red Bull, quand ils veulent, ils peuvent être le diable. Ah ouais, on l'a vu surtout au. T'as une bonne voiture, t'as une chance de faire des podiums, tu vas peut-être gagner un jour si, mettons, Verstappen éclate un pneu comme à Bakou l'année passée. Il a gagné sa course pour Red Bull. Mais sinon il n'y a aucune chance. À moins vraiment qu'ils soient en avant, là, vraiment par une minute, puis que Verstappen soit en bagarre qu'un autre, là, fine, ok, Perez va gagner. Mais sinon, autrement, Perez est condamné à finir sur la deuxième marche du podium. Là. Ouais. Moi, la seule chose que je veux dire par rapport à les Diables, par rapport à Red Bull, c'est Drive to Survive, dernier épisode, Abu Dhabi, la communication radio. C'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, c'est du Red Bull. Alright. Bon, ben on va passer du côté des préférés de Red Bull et à la troisième marche du podium, Lewis Hamilton avec son moteur à conserver. Ben ouais, dans le fond, au début de la course, comme on a vu, petit contact avec Kevin Magnussen, si je me trompe pas, qui a essayé de le dépasser de le prendre par l'extérieur. Lewis Hamilton qui aurait perdu un peu le contrôle, contact entre les deux. Lewis Hamilton qui est obligé de rentrer au puits, qui ressort et qui dit à l'écurie clairement, ça a été marqué dans les traductions, je devrais arrêter, on devrait garder le moteur pour une autre course future. Ça a été perçu bizarrement venant d'un pilote qui dit il ne faut jamais abandonner. C'est un peu bizarre, l'écurie lui a quand même dit non, on va continuer. Selon nos calculs, tu pourrais terminer P8. Il a fini P5. Il aurait dû finir même P4. Ouais. Bon, à la fin, on lui a demandé de faire du lift and coast. Lift and coast, pardon. Puis, de toute façon, je comprends pas ce que tu dis, fait que continue. Mais c'est ça, dans le fond, fait qu'il termine quand même avec une P5 qui est quand même un très bon résultat pour Mercedes. Il y avait un très bon rythme de course aussi. C'est très prometteur pour Mercedes. Surtout qu'à un moment donné, je pensais que je venais de frapper le jackpot avec Russell qui était premier. Malheureusement, la réalité m'a rattrapé. Mais non, c'est très prometteur pour Mercedes. On va peut-être finir par avoir une course à 3 écuries. Bon, peut-être pas au final résultat point, mais si on avance dans la saison et qu'on est capable d'avoir une course à 3, tout le monde va être content. Puis je vais peut-être l'avoir, mon Russell, avec sa première victoire cette année. Là. Perso, moi j'ai l'impression que Red Bull va s'en aller en avant pour aller au premier titre légitime de Verstappen, puis que Ferrari puis Mercedes vont se lutter pour la deuxième place. Moi, c'est mon impression que j'ai. Mais en même temps, mais tu sais, on dit ça, mais tu sais, Leclerc dominait le Grand Prix. Ouais. Puis si tu veux avoir un bon échantillon, l'Espagne, c'est pas mal ton meilleur échantillon. La seule affaire qui
qui est différente, c'est que là, c'est beaucoup des circuits urbains qui s'en viennent. C'est des circuits avec, à part Monaco, là, je le compte pas, mais il y a beaucoup de circuits qui s'en viennent, qui ont des longues lignes droites. Donc, dans ces cas-là, Red Bull est avantagé comparativement à une Ferrari. J'ai l'impression que ça va vraiment y aller, dépendamment du type de circuit. C'est pour ça que Montréal, c'est le meilleur. Longue ligne droite, gros freinage. Longue ligne droite, gros freinage, puis quelques virages. C'est le meilleur. Très dur pour les freins. Théoriquement, Red Bull devrait être avantagé. On verra. Je vais essayer de m'en rappeler quand je vais faire ma prédiction dans 2 semaines. Donc, oui, donc voilà. Autre chose pour Hamilton? Non, terminé pour Hamilton. Terminé, bon, c'est la dernière saison. Terminé. Héros et fantômes du week-end. Je te laissais aller avec ton héros. Ou là, t'as appelé ça allumé. Là, je ne sais pas trop pourquoi. On dirait que tu changes de terme à chaque... Je change de terme à chaque semaine. J'ai pris le bain, mais j'ai encore pris George Russell. La défense qu'il a faite contre Max Verstappen, ça m'a... j'ai eu des émotions. Ah, moi aussi, mon émotion, c'était le rire quand je voyais Verstappen qui était pas capable d'actionner son DRS parce qu'il arrêtait pas de cliquer sur le bouton parce que ça le désactivait. J'étais comme, oh my god. Ah, c'était beau. Ça, c'était beau. Russell a démontré qu'il était un vrai bon pilote de Formule 1. De la façon qu'il s'est défendu contre Max Verstappen, j'ai adoré pour vrai. Bon, Verstappen a passé parce qu'il a passé puis c'est tout. Là. Mais, wow. C'était assez incroyable. Yep. Ben moi, je m'attendais que tu dises George Russell, fait que j'ai pris son coéquipier. C'est un peu vendu. Ouais, c'est ça, mais au lieu de prendre tant le même, j'ai pris son coéquipier, Lewis Hamilton, parti 6e, ensuite 19e pour venir à la 5e place. Quand même, GG, on va lui donner. Effectivement, GG. C'est ça, puis en plus, je prends le vote populaire parce que c'était le pilote du week-end selon le pool. Fait que tu vois, je suis la vibe. Et Fantôme du week-end, un pilote qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé, qui a été sous le radar, et étonnamment, je me serais attendu qu'on en parle un peu plus. Nicolas Latifi, on n'en a pas vraiment... Il n'a pas vraiment eu d'impact sur la course aujourd'hui, puis ça en fait l'autre Grand Prix aussi, là, je commence à m'inquiéter un peu. Là. Il commence à avoir de moins en moins d'enjeux sur la course, puis... Ça, mais, oui. Ben, on en a parlé pour une chose. Oui. Il a terminé avant Alex Albon. C'est vrai. C'est la seule raison pour laquelle on en a parlé. Il faut quand même le souligner. Ouais. Tout le monde pensait qu'il finirait en arrière toute l'année. Non, il a fini en avant d'Albon ce week-end. Félicitations. Oui. Mais ça, effectivement. À 6 places de les points. Hein. Il s'en vient, un moment donné. Un jour, ça va arriver. Et toi, ton fantôme? Daniel Ricciardo. c'est sa dernière saison chez McLaren. Lui, la voiture, là, ça fait 24. Ça marche tout simplement pas. On ne le voit pas. Bon. Complètement invisible. Norris qui a eu une... je sais, laryngite ou je sais pas quoi. En tout cas, il a été malade tout le long du week-end. A quand même réussi à finir 8e, si je me trompe pas. 7 ou 8e. 8e. 8e, pendant que Ricciardo, c'est ça. Alright. Il était où, on sait pas. Ben ok. Bon, ben maintenant on est rendu à notre fameux indice du mouton, indice de sommeil. Et ce Grand Prix est beaucoup plus bas que le dernier. Le dernier, on était dans le 8-9, là, je m'en rappelle plus trop parce que je le note pas vraiment. Parce que c'est juste ça. J'ai donné un 5 moutons sur 10. Quand même. C'est un bon score. Je sais que c'est un bon score, c'est un indice parfait, mon truc. Là. Même si je m'en rappelle pas c'est quoi. Là. Je ferais des graphiques pour ça, mais en tout cas. Bref, je pense que il y avait des petits moments intéressants quand que l'autre retient, puis quand que... Comme on pourrait dire, les 20 premiers tours étaient intéressants, mais après ça, c'est... J'ai quand même eu quelques dépassements aussi. J'ai quand même été surpris, évidemment, sur la ligne droite, malgré que c'est pas très long. On se disait peut-être avec le DRS. Non, quand même eu des beaux dépassements. Ouais. Mais il y a 2 places. Moi, je pense que les meilleures pistes, c'est quand tu peux te dépasser à plus que 2 endroits. Là. Fait que, genre, sans nécessairement avoir besoin du DRS, oui. Mais je suis quand même surpris que tu n'avais pas parlé de Alonso. J'en ai pas parlé, en effet. Je suis quand même surpris. Ben, je ne vais pas t'enlever d'en parler. Je t'en vendu à Alonso. Mais oui, très belle course de sa part, mais en même temps, j'ai pas tant à surveiller parce que, comme je dis, des fois, je suis distrait, puis c'est ça. Donc, voilà. Alors, on va tout de suite passer maintenant à l'arrêt au puits. L'arrêt au puits, et cette semaine, on s'arrête pour notre premier arrêt au puits. Ouais, on va le faire en plusieurs segments, celui-là, on va faire plusieurs arrêts, une course à 3 arrêts. Donc, on commence avec nos fameux Aston Martin.
Oui. Oui, j'ai partagé un meme sur notre groupe Facebook du pool des nuls. Tu vois comment que pool les nuls pas vite. Tu vois comment je fais du publicité totalement du placement de produits. Exactement, du placement de produits comme on dit. Et ce meme, il va dans un peu le... Je vais l'expliquer en gros, c'est qu'on a comme un personnage qui a regroupé les éléments un peu comme Thanos. On a le moteur Mercedes, on a le pilote Ferrari et on a l'aérodynamique de Red Bull. Alors, je te laisse là-dessus. Tu vois, pour suivre là-dessus, enfin, moi, j'avais pensé à un meme que j'ai pas vu passer encore. C'est peut-être même moi qui vais l'inventer, là. Mais, tu sais, l'enfant qui dit à sa maman, je veux une Red Bull. Puis la maman dit, ben non, on en a une Red Bull à la maison. Puis tu vois juste une image d'Aston Martin, tu sais. Ouais. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ça pour dire que... gros scandale en fin de semaine, là, c'était un peu partout. La Aston Martin qui reprend le design des pontons à quelques exceptions près là, de la Red Bull, qui a fait beaucoup jaser. On se demandait comment que ça pouvait sortir de là en disant c'est une copie. Ben voyons donc. Et même Red Bull a décidé un peu de les troller en sortant leur Red Bull vert pour le boire sur le muret des stands. Mais Red Bull qui a dit carrément qu'il y avait du vol, d'appropriation, intellectuelle, puis tout ça, qui avait été volé. Surtout que, dans le fond, l'histoire dit qu'il y a beaucoup d'ingénieurs Red Bull qui ont été pris par Aston Martin, qui ont été engagés dans les derniers mois, dont l'aérodynamicien en chef qui s'appelle Dan Fallows, qui a dû quitter Red Bull pendant un certain laps de temps avant de pouvoir rejoindre Aston Martin. De ce que je peux comprendre, il les a rejoints il n'y a pas si longtemps. Et là, je pense qu'il fallait qu'il attende un certain temps avant de pouvoir commencer à travailler. Environ 6 mois pour pouvoir commencer à travailler pour Aston Martin. Et là, vol de propriété intellectuelle et tout, Red Bull est parti. La FIA aurait fait une enquête et aurait trouvé que, effectivement, dans le fond, Aston Martin travaillait déjà sur 2 concepts pour la voiture depuis l'année dernière. Donc, dans les ordinateurs de Aston Martin, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait ce modèle-là. Mais là, Red Bull, eux, se demandent en disant, on va faire une enquête à l'interne pour voir s'il y avait pas eu des données qui auraient été volées. Justement, transfert de données de chez Red Bull à Aston Martin, vu qu'il y a beaucoup de gens de Red Bull qui sont partis chez Aston Martin, est-ce qu'il aurait amené ça avec eux? Moi, je m'inquiéterais plus pour eux du vol de données d'AlphaTauri, mais continue. Mais bon, ça rendu là. Mais comme on a pu voir, t'as bien beau avoir le style de la Red Bull, ça te donne pas les résultats. Un problème de surchauffe ce week-end chez Aston Martin. Ça va être un dossier à suivre. C'est rare que l'aérodynamisme surchauffe, par contre. Hein? Non, effectivement. Il n'y avait pas juste les pontons qu'Aston Martin avait amenés, il y avait aussi un nouveau plancher et certaines autres pièces. Mais à ce qu'on a vu, ça n'a pas donné de résultats ce week-end. Surtout, le problème là-dedans, c'est qu'Aston Martin n'est pas à leur première démêlée avec les voitures des autres. On se rappelle qu'il y a 2 ans, il est arrivé dans le temps qu'il était Racing Point avec ce qu'on a appelé la Mercedes Rose, qui était une copie conforme de la Mercedes de l'année 2019, qui leur avait permis d'avoir quand même de très bons résultats. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans le futur? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas nouveau d'avoir des copies sur les voitures. C'est même monnaie courante en Formule 1, je te dirais. Qu'on s'inspire des autres et qu'au final, on finisse avec à peu près toutes les mêmes voitures qui se ressemblent jusqu'à un certain point. Est-ce que ça va aider Aston Martin? Seul le temps va nous le dire, mais on va attendre aussi l'enquête de chez Red Bull. J'imagine qu'ils vont nous sortir qu'il y a des données qui ont fuité, qui ont sorti. Là. Je vois pas comment ils pourraient nous arriver en nous disant « Oh non, ils ont vraiment juste pris les dessins. » De toute façon, c'est leur problème, ça. Ça sera leur problème rendu là. La seule affaire qui pourrait peut-être jouer là-dedans, c'est que s'ils disent qu'il y a des données qui ont été volées. La dernière écurie qui a été accusée de vol de données, c'était en 2007-2008, si je me trompe 2008. Pas. C'est Ferrari. 2008, c'est ça. C'est Ferrari qui avait. En fond, il y a des données de chez Ferrari qui avaient été volées par McLaren.
par une taupe. Et McLaren avait été condamné à payer 100 millions de livres comme pénalité, ce qui avait presque fait faire faillite à McLaren, si je me trompe pas dans le temps. Est-ce qu'on va en arriver à ce point-là? Je penserais pas. Mais il y a des questions qui sont à être posées quand même par rapport à ce dossier-là. Toi, t'en penses quoi? Écoute, je suis peut-être un peu biaisé parce qu'Aston Martin, c'est un peu mon écurie à cause des Stroll, je ne mentirais pas. C'est canadien. Est-ce que je... Ouais, jusqu'à semi-ish, là. Est-ce qu'ils ont volé les données? Je ne crois pas. La FIA a quand même trouvé qu'ils travaillaient sur 2 modèles depuis l'année passée. Bon, mais là, en même temps, les gars de chez Red Bull sont partis. C'est sûr que quand tu pars de chez Red Bull puis t'arrives dans une autre écurie, t'oublies pas ce que t'as vu. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux, tout le bagage de connaissances que t'as, ben, tu l'amènes, tu te faisais, hey, gars, nous autres chez Red Bull, on travaillait sur ça. De toute manière. Là, jusqu'à quel point ils ont copié ou ils ont réussi à avoir des données de chez Red Bull, ça, j'y crois un peu moins. Ouais. Mais la copie est quand même là jusqu'à un certain point. De toute façon, Red Bull, ils n'ont pas tant, je veux dire, c'est pas le gros secret qu'ils vont voler. Leur gros secret, eux, c'est leur plancher, là. Fait que tant que ça ne se fait pas voler, là, je veux dire, ils sont bien corrects. Non, c'est ça, tu es rendu là. Right. Mais j'y crois un peu, j'y crois à moitié, c'est ça. Donc, c'est un long arrêt au puits. On est rendu pas mal en fin de peloton. Fait qu'on va en profiter pour faire un autre changement de pneu. 22 Grands Prix, finalement. Il n'y en aura pas plus. Eh oui. On devait en avoir 23 avec la Russie qui a été cancellée. On avait plusieurs rumeurs qui disaient que Singapour voulait faire 2 Grands Prix, qu'on voulait peut-être retourner au Bahreïn sur le circuit extérieur comme on avait fait il y a deux ans, si je me trompe pas. Finalement, la F1 a déterminé que non, il n'y aura aucun double Grand Prix cette année. On va rester à 22 jusqu'à l'année prochaine où on va probablement retomber à 23 avec Las Vegas, ou peut-être qu'ils vont nous arriver à 32 Grands Prix. On le sait pas encore. 32, hein? Ben ouais, je dis 32 pour exagérer. Mais non, donc on va rester à 22 Grands Prix. Penses-tu que je lance une idée de même, mettons, genre, tu sais, une écurie a 3 pilotes, mais avec deux autos, on va dire. Puis, mettons, je te vois pas bouger, je te vois ça, mais mettons, comme tu dis, t'as 32 Grands Prix, mais un pilote peut juste participer à 20 Grands Prix, mettons. Ça pourrait-tu se faire, ça? Non, je vois pas comment un pilote, tu sais, je vois pas exemple un Lewis, je prends Lewis Hamilton comme exemple, là, dire ok, ben tu peux juste participer à 20 Grands Prix, fait que choisis-les puis performe comme du monde, parce que si tu scrapes, ben tu peux pas te reprendre sur l'autre après, puis l'autre après, puis l'autre après. Non, c'est pas de quoi qui est viable en Formule 1. Dans les formules américaines, oui, ça arrive, là, comme on va le voir avec le Indy 500. NASCAR aussi, les pilotes changent un peu. Non, c'est pas de quoi qui est envisageable en Formule 1 selon moi. Alright, ok. Bon, ben, pas le temps de niaiser. On va tout de suite aller faire notre dernier arrêt au puits, comme ça, on va avoir nos pneus frais, puis on va durer pour tout le reste de la course. L'idée qu'on a amené plusieurs fois, puis là, cette fois-ci, on en parle officiellement, Grand Prix regroupé par région. Ben oui, c'était un projet que Liberty Media avait amené en 2017 quand ils ont acheté le groupe Formula One. On s'était dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée pour réduire les dépenses et tout. Et là, ça revient officiellement sur la table, surtout dans l'objectif que la Formule 1 veut devenir carboneutre d'ici 2030, que les frais de fret et de transport dans le monde explosent avec l'inflation. Il y a même des écuries qui pensent ne même pas pouvoir être capables de rentrer dans le plafond budgétaire à cause de ça. Donc, c'est un projet qui risque d'arriver quand même assez vite. Alors, on parle de regrouper par région, ce qui serait très logique. On comprend que dans certaines parties du monde, la situation météorologique de l'été-hiver change. Mais, tant qu'à moi, c'est pas logique de venir à Miami, de repartir à Barcelone, de repartir à Monaco, de retourner à Bakou pour revenir à Montréal quand tu peux faire un vol direct Miami-Montréal qui est à côté. C'est des coûts, c'est de l'explosion, c'est ridicule. Okay? Donc, ça serait vraiment le fun pour moi, je pense, puis aussi pour tout le monde, puis pour les pilotes aussi, de se promener partout dans le monde avec le décalage, le jet lag, c'est pas le fun. Je pense que la stretch la plus débile, on vient de la faire, là, puis je vais l'énumérer pour nos auditeurs, là. Arabie Saoudite, Australie,
Italie, Miami, Espagne. Ben non, c'est ça, ça fait aucun sens. Ça n'a pas de sens, là. Ça fait aucun sens. C'est ça. Tu sais, la seule fois que ça fait un peu plus de sens, c'est quand on retourne aux Amériques à la fin de la saison, où est-ce qu'on fait États-Unis, Mexique, Sao Paulo, puis on fait comme une banane, puis après ça, on revient. Tu sais, ça a déjà un peu plus de sens, mais bon, en tout cas. Donc, ça va-tu se faire accepter d'après toi ou non? On va arriver à ça. Je peux pas croire comment on ne pourrait pas y arriver. Surtout là avec l'inflation, le prix de coût de tout qui explose. Je pense que c'est de quoi qui... Et surtout dans l'optique qu'ils veulent... Il n'y aurait pas à nous dire qu'ils veulent être carboneux puis qu'ils veulent aider l'environnement puis tout. Tu peux pas continuer à exploiter comme ça puis que ça te revienne pas d'en face à un moment donné. Je me dis que d'ici 2025, ça va arriver. OK, la question que j'ai pour toi... quelle région en premier, quelle région en dernier? Première, ben écoute, j'imagine que ce serait l'Arabie Saoudite en premier. Le cash est là, ils veulent être les premiers. C'est un choix évident. Ils veulent être aussi les derniers, hein? Ils pourraient aussi vouloir être les derniers. Est-ce qu'ils pourraient faire une petite entorse et garder certains grands prix au début et garder Abu Dhabi pour la fin pour faire une finale grandiose qui est plate et que tout le monde s'endort? Peut-être aussi. Mais ça serait de quoi dans ces eaux-là? Ah, s'ils gardent Latifi dans la Formule 1, ce sera pas plate, le dernier Grand Prix. Donc, voilà. Alors, on finit nos arrêts au puits. Maintenant, on va passer au Grand Prix le plus prestigieux du plateau, le Grand Prix de Monaco. Mais avant, on va apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est ce petit état, principauté de whatever, au milieu de la Méditerranée. On va aller voir ça. La principauté de Monaco. Ayant une superficie de 2,02 km², Monaco est le pays le plus densément peuplé du monde, avec 19 000 habitants par km². Voilà pourquoi le pays s'étend sur la mer Méditerranée, où un condo avec vue sur la mer peut se transformer en vue sur une autre tour à logement en moins de 10 ans. Pays relativement autonome depuis 1297, le fait de naître à Monaco ne donne pas nécessairement la nationalité monégasque. En effet, on privilégie le droit de sang par mariage ou par lien de famille pour obtenir la nationalité. De plus, les habitants de la principauté ne peuvent pas aller à leur propre casino selon la loi gouvernementale. Au niveau sportif, il est intéressant de savoir que le souverain actuel de Monaco, le prince Albert II, a déjà participé à 5 Jeux olympiques sur l'équipe de bobsleigh. Toutefois, Monaco n'a toujours pas obtenu de médaille en plus de 30 olympiques. Place au Grand Prix de Monaco, le Grand Prix où la course a lieu le samedi. Donc, Grand Prix de Monaco, le plus prestigieux, on en a dit. Explique-nous un peu ce qui se passe là-bas. Ben dans le fond, le Grand Prix Monaco est un Grand Prix qui est bon pour 78 tours. Hey, c'est beaucoup ça. C'est quand même beaucoup, surtout que parce que le circuit est très petit. Il fait 3,337 km pour un total de 260,286 km. C'est le circuit le plus court de la saison. Et techniquement, il répond même pas à la réglementation de 305 km. Mais bon, c'est Monaco, fait qu'on va oublier les règlements. Petit fait qui est quand même drôle, c'est que un tour à 3,3 km est plus grand techniquement que, comme tu as expliqué, la superficie totale du pays qui est à 2,2 km². Fait quand même étrange. C'est un circuit qui contient 19 virages, donc plusieurs qui sont reconnus depuis des lunes et des lunes, comme scène de vote, le virage du casino, le fameux tunnel et la rascasse où tout le monde est capable de planter pour sauver un tour. Yes. Et historiquement, le premier Grand Prix a lieu en 1929, donc avant la création de la Formule 1 en 1950. On l'a couru en calèche, d'ailleurs. Ça doit pas mal être ça. OK. Et toi, mettons, niveau appréciation du Grand Prix de Monaco, est-ce que t'aimes ça ou non? C'est beau pour les yeux, c'est beau pour la télévision. Comme tu l'as dit dans ton descriptif, c'est un Grand Prix qui se joue le samedi. Ouais. Mais moi, je dois t'avouer que je l'aime, le Grand Prix de Monaco. Moi, j'aime ça. C'est un beau Grand Prix. Il est beau, il m'impressionne à chaque fois. Il n'y a pas de dépassement, c'est juste ça qui est plate, là. Puis là, les autos sont encore plus grosses, fait qu'il y en aura encore moins. Mais moi, ça m'impressionne tout le temps. Les on-board tours, là, ça va être fou avec la caméra dans le casque, ça va être mongol. Puis en plus, avec le marsouinage, là, ça va. Le gars, il va faire des convulsions. Le marsouinage, je ne sais pas s'il va en avoir beaucoup, parce que je ne sais pas s'ils vont être capables d'atteindre les vitesses pour en avoir. Ouais. C'est vrai, mais en même temps aussi, il y a des pentes, s'il vous plaît, là-dedans. Là, fait que... Ouais. En tout cas.
Bref. Et s'il y a un Grand Prix que vous pouvez aller voir un jour dans votre vie, le Grand Prix de Monaco est un très bon choix. Je salue d'ailleurs, si mon ami Dave nous écoute, j'espère qu'il va passer un très beau Grand Prix ce week-end à Monaco. Écoute, c'est un Grand Prix que j'ai vu en vrai, le seul Grand Prix que j'ai vu en vrai, et je vais te le dire, oui, je brague encore, hein, c'est un épisode où je brague. Oui, tu peux brag, tu peux brag. Puis je lui dis que c'est là que j'ai compris que les Grands Prix, c'est mieux regarder ça à la télé, mais c'est le fun de se promener par contre là-bas pareil, parce que mettons que ça fait... C'est ça. Mais qu'est-ce qui est fun à Monaco, c'est quand t'es placé à un endroit, des fois tu le entends passer en arrière de toi. Ouais, tu l'entends passer en arrière, c'est ça. Tu l'entends en arrière, puis à un moment donné, tu l'entends encore plus loin parce qu'il est rendu il est rendu en haut de la montagne. Là. Ou tu peux être dans une tour très bien placée, puis tu vois vraiment à peu près tout le circuit. Ah ouais, mais tu vois, moi, j'étais dans la marina avec devant les yachts. Fait que voilà. Ah, bon. Donc, on va revenir, parce qu'on fait tout le temps ça, hein? On dit qu'on a fini avec le Grand Prix, mais finalement on revient avec l'autre Grand Prix d'Espagne. Ouais, c'est ça. On a mal construit notre affaire, mais c'est pas grave. Le pool des nuls. Ben oui, le pool des nuls avec le résultat du dernier Grand Prix. Verstappen premier, Perez deuxième, Russell troisième. Les 5 points de la pole ont été à Charles Leclerc. Et les grilles du week-end ont été Red Bull avec leur 1 et 2. Donc le classement après ce Grand Prix donne Andrew Dickinson qui reprend la première position à 198 points. Olivier Gendron qui retombe deuxième à 181 points. Et Mobro qui consolide sa troisième position à 173 points. Ça sert hein, quand même, hein? En tout cas, en haut, là, moi je sais pas, là, je vais aller voir comment ça se va de mon côté en bas. Là. Ça va comme ça va. Ah, c'est ça. Alors, je suis content. Moi, j'étais très bien parti avec ma prédiction. Un moment donné, j'ai fait un stop de count parce que j'avais Russell, Verstappen et Perez. J'avais mon top 3, il était parfait. J'aurais eu un week-end A1. Et non, finalement, Russell finit troisième et il n'y a pas de poète. Mais ça qui arrive, quand tu mets des personnes pas rapport premier, c'est ça qui arrive. Donc, parlant de personnes pas rapport, quelle est ta prédiction du week-end? Je vais aller avec la mienne après. Écoute, j'ai hésité longtemps. Je me suis dit que il y a eu assez de malchance dernièrement avec le Grand Prix historique et ce week-end. Charles Leclerc va remporter le Grand Prix Monaco. Je vois ta femme qui me dit non. Non. J'aimerais y croire. J'aimerais beaucoup y croire. Mais bon, si ça arrive pas, ça arrive pas. Et tu pourras me dire la semaine prochaine. Écoute, mettons, si le Ferrari gagne ce week-end, je pense que je crois plus en Sainz que Leclerc. Je crois plus en Sainz. Ouais, mais c'est pas ma prédiction. C'est pas ma prédiction en fin de semaine. Mais après, en fond, pour compléter, Leclerc va remporter la course suivie de George Russell. Je continue avec Russell. La Mercedes va réussir à faire des miracles ce week-end sans le marsouinage. Et Verstappen va terminer troisième avec une pole de Charles Leclerc, évidemment, qui va partir premier, fait qu'il va finir premier. Et Ferrari sera l'écurie du week-end. Fait que toi, t'anticipes que, mettons, genre Verstappen part deuxième ou troisième, puis il se crache pas nulle part entre personne dans le premier virage. Là. J'espère. Alright. J'aime ton optimisme. Donc, moi, j'ai mis comme pole position Carlos Sainz, mais c'est pas lui qui va remporter le Grand Prix. J'ai choisi Hamilton. Oui, Hamilton. Pour du champ gauche. Exactement, mais pour les mêmes raisons que toi, je me suis dit sans marsouinage. Je me suis dit que ça avait bien du sens. Je dis le même argument. Donc, voilà. C'est pour ça que je donne la première. Mercedes va être un peu plus performant ce week-end. Et les autres vont être trop surpris puis ils vont trop s'ostiner ça. Donc, numéro 2, Sainz. Et numéro 3, je te laisse deviner qui j'ai mis. Pas Fernando. Non, Sébastien Vettel. Vettel qui va reprendre sa belle performance de Monaco la saison Exactement. J'y ai même pas pensé, mais ça va être exactement ça. Je me suis dit que je le sens venir un peu Aston Martin depuis quelques Grands Prix. Là. Puis, tu sais, au final, peut-être que j'ai encore trop ma tête dans Formule 1.5. Dans le fond, il va finir 6e. Là, peut-être. Mais, en tout cas, c'est ma prédiction. Donc, pour l'écurie gagnante du week-end, Mercedes. Donc, voilà. Oh. Peut-être c'est moi qui vais aller chercher ces points-là, dans le fond. Peut-être. Donc, voilà. Niveau d'excitation en vue du Grand Prix sur 10, David? Ben, je te dirais un 7. Je te dirais un 7, on dirait qu'avec autant, oui, Ferrari, Red Bull, mais peut-être Mercedes, comme on pense, qui pourrait rentrer là-dedans. Ça pourrait donner un bon spectacle pour le samedi. Oui, c'est vrai, la course est samedi. Parfait. Bon, ben, ça va être tout pour nous aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines pour se préparer pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vais essayer de me pratiquer pour
le mieux le prononcer. Mais Bakou, fais juste dire Bakou, c'est plus simple. Non, Azerbaïdjan. Parce que... Azerbaïdjan. C'est ça. En tout cas, bref.